concours de mathématiques de l'ENSA pour l'année 2024. Donc, l'exercice numéro 1. Dans une salle d'examen où les places sont numérotées, 100 candidats passent un concours d'accès aux classes de l'ENSA. On dispose des feuilles de brouillon de 3 couleurs différentes, ordonnées ainsi bleu, vert et jaune. Une feuille sur 4, en commençant par la 4e, contient le logo des ENSA. Les feuilles sont distribuées en respectant l'ordre des numéros des places ainsi que celui des couleurs mentionnées ci-dessus. Le nombre de candidats ayant reçu une feuille de brouillon jaune contenant le logo est donc, on a 4 feuilles de brouillon et on a 100 candidats. Donc, on a 100 divisé par 4, ça nous donne 27, donc ça nous donne 25 gammes de feuilles de brouillon de 3 couleurs avec une qui porte un logo ENSA. Donc ça, elle, c'est ENSA. Donc, on a 25 gammes, c'est-à-dire chaque gamme, elle contient 3 couleurs, que ce soit bleu, vert ou jaune. Nous, ce qu'on veut, c'est le brouillon qui contient le jaune avec logo. Donc, on a bleu, vert, jaune, et ainsi de suite. Donc, on constate qu'on a 8 gammes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il reste 1, puisqu'on a 25. Donc, le nombre de candidats ayant reçu une feuille de brouillon jaune avec logo, c'est 8. Donc, c'est 8. La question 2, on veut calculer ce nombre-là. Donc, la question 2, on veut calculer ce nombre ici, c'est-à-dire 1 sur 5 racine carrée de 101 qui multiplie 102, qui multiplie 103, qui multiplie 104, le tout plus 1. Donc, on a 101 qui multiplie 102, qui multiplie 103, qui multiplie 104, plus 1. Donc, 101, on va rapprocher 104. Et 102, elle reste attachée à 103. Donc, 101, c'est quoi? 101, c'est 100 plus 1. Et 104, c'est 100 plus 4. Et 102, c'est 100 plus 2. Et 103, c'est 100 plus 3. Donc maintenant, on va faire la multiplication, c'est-à-dire 100 fois 100, c'est 100 au carré. 100 fois 4, c'est 400, plus 1, ça fait 5 fois 100. Puis 1 fois 4, c'est 4. La même chose ici, on a 100 fois 100, c'est 100 au carré. On a 2 plus 3, ça fait 500, plus 2 fois 3, ça fait 6 plus 1. Donc ceci nous donne donc 5, c'est-à-dire 500, c'est 400 plus 100. Donc tout simplement, on va écrire ici 4 fois 100, plus le 4, plus 100. De la même manière, ici, on va écrire 100, donc le 5, donc c'est 4, plus 100. Et le 6, c'est 4 plus 2. Donc,
ça, c'est une identité remarquable. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc, est égal à 100 plus 2 au carré plus 100. Ça, encore, ça nous donne 100 plus 2 au carré plus 100 plus 2, ça fait 102 plus 1. Donc, maintenant, on voit qu'on a ici 100 plus 2. Donc, ça nous donne 100, parce que 100 plus 2, ça fait 102. C'est-à-dire 102 au carré plus 100. Ça, c'est 102 au carré plus 100 plus 2. Parce que 102, c'est 100 plus 2. Donc, maintenant, c'est facile. Donc, tout simplement, on va voir ici que on a 102 au carré plus 100 qui multiplie 102, qui multiplie ce terme-là. Donc, ça qui multiplie ça. Plus 2 qui multiplie ce terme-là. Plus le 1. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, est égal à ça au carré plus 1. Donc, est égal à ce terme-là plus 1 au carré. Donc, puisque ça, c'est une identité remarquable. Donc, avec la racine carrée, et puisqu'il est positif, donc on trouve tout simplement ce terme-là. Donc, la racine carrée de ce terme qui est positif, donc ça nous donne le terme ici. C'est-à-dire, maintenant, c'est facile. On calcule 102, on va trouver ce terme-là. On va l'ajouter 100 plus 5, on va trouver ce terme-là. On va la diviser par 5, on va trouver 2101. La question 3, la limite de cette suite. Donc, la limite de cette suite, c'est la limite de cette. Donc, puisqu'on va tout simplement, on s'intéresse, lorsqu'on parle de l'infini, on s'intéresse plus au degré du numérateur et du dénominateur. C'est-à-dire, on élimine le 1 et il reste ce terme-là. Donc, on va diviser par n. Donc, on aura donc moins 1 puissance n. n divisé par n, c'est 1. Racine de n divisé par n, c'est racine de n sur n. Donc, ceci, ça nous donne limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n, qui multiplie la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur racine de n. Puisque racine de n sur n, c'est 1 sur racine de n. Donc ça tend vers 0. 1 sur racine de n, ça tend vers 0. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc il reste simplement la limite de ce terme-là. Donc ça, ce qu'on appelle une suite alternée. C'est-à-dire qu'il change de signe. Donc ça, c'est une suite alternée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Donc à l'infini, il n'a pas de limite. Ce qu'on appelle, c'est une suite alternée. C'est-à-dire le signe, elle alterne le signe, c'est-à-dire elle change le signe. Donc il n'a pas de limite. L'exercice 4, donc on a limite quand x tend vers pi sur 4 de cosinus 2 tiers x moins racine de 3 sinus de 2x moins pi sur 3 sur cosinus de 2x. Donc si on remplace ce terme, donc si on remplace le x par pi sur 4, on va trouver une forme indéterminée, c'est-à-dire on va trouver 0 sur 0. Ce qu'on appelle forme indéterminée. Donc en remplaçant le x par pi sur 4. Donc pour enlever l'indétermination, donc pour ne pas
entrer dans des calculs fastidieux. Donc tout simplement, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. Car on a le numérateur et le dénominateur sont des fonctions dérivables. Donc on peut dériver le numérateur et dériver le dénominateur, puis remplacer par pi sur 4. Si ça marche, donc c'est ça ce qu'on veut. Si ça ne marche pas, on redérive encore le numérateur et le dénominateur jusqu'à ce qu'on trouve une valeur qui est non indéfinie. Donc, puisque cette fonction, elle est dérivable et celle-là, elle est dérivable, donc on va dériver ce terme-là sur la dérivée de ce terme-là. Donc la dérivée de ce terme-là dans cette expression et la dérivée de ce terme-là dans cette expression. Donc lorsqu'on va remplacer par pi sur 4, donc ça nous donne ce terme-là, sur ce terme-là. Donc ça, on la connaît, donc sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Cosinus de pi sur 2 moins pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3. Et sinus de pi sur 3, on la connaît, c'est racine de 3 sur 2. Donc on va trouver tout simplement qui est égal à 10 sur 6. Donc la question numéro 6, dans l'ensemble R, l'équation racine carrée de x plus 2 racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de x moins 2 racine carrée de x moins 1 égale à 1. Donc, posons E l'équation racine de x carré plus 2 racine de x moins 1 plus racine carrée de x moins 2 racine de x moins 1 égale à 1. Donc la première chose, il faut trouver le domaine d'étude, ou bien le domaine de définition. Donc le domaine ici, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, et que x plus 2 racine de x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, et que x moins 2 racine carrée de x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc ce terme-là, donc puisqu'on a x est supérieur à 1, puisque donc à partir de ça, x moins 1, il est supérieur à 1. C'est-à-dire que ce terme-là, il est positif. Donc il reste tout simplement à trouver le signe de ce terme-là. Donc on a x est supérieur ou égal à 1 et on a x est supérieur ou égal à 2 racines de x moins 1. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1 et que ça, on va enlever au carré, x carré est supérieur ou égal à 4 facteur de x moins 1. Donc c'est-à-dire on aura x carré moins 4x plus 4. C'est une identité remarquable. Donc il est supérieur ou égal à 0. Donc tout simplement, donc, ce qui reste, c'est que x est supérieur à 1. Donc le domaine d'étude, c'est 1 plus l'infini. Autrement dit, la solution trouvée doit se trouver dans cet intervalle. C'est pas ailleurs.
Donc maintenant, on a le E. Voici l'équation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué de ce terme-là. Donc ce terme-là, multiplié par le terme, mais avec un moins ici. Et toujours est égal à 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B. Donc est égal à A au carré moins B au carré. C'est-à-dire est égal à ce terme-là. Donc on va enlever la racine carrée sur ce terme-là. Donc ça, après simplification, on va trouver 4 racines du x moins 1 sur ce terme-là. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à 4 racines carrées du x moins 1. Donc on a ainsi deux expressions. On a ce terme avec plus égal à 1 et ce terme avec moins est égal à ce terme-là. Donc on a ces deux expressions. Donc tout simplement, on va ajouter A avec B pour simplifier ce terme-là. Donc on va trouver 2 fois ce terme-là est égal à 1 plus 4 racine carrée de x moins 1 plus 1. Donc on va enlever ça au carré. Donc on va trouver 4 facteurs de x plus 2 racine de x moins 1 est égal à 16, x moins 1 plus 8, puisque ça c'est une identité remarquable, plus 1. Donc on simplifie ici, elle reste, ça c'est 16x moins 4x et moins 12x est égal à moins 15. Moins 16 plus 1, ça fait moins 15, c'est-à-dire, après simplification, on va trouver que x est égal à 15 sur 12 est égal à 5 sur 4. Et 5 sur 4, elle est supérieure à 1. Donc, elle appartient, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc, est-ce que 5 sur 4 vérifie l'équation proposée? Donc, on va remplacer x par 5 sur 4 et voir est-ce qu'on va récupérer 1 comme valeur de E. Donc, si on remplace x par 5 sur 4, donc, on va trouver, donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à 2. Donc est égal à 2 qui est différent de 1. Parce que nous, on a cette expression-là est égale à 1. Donc d'où l'équation n'a pas de solution. Donc l'équation n'a pas de solution. Malgré qu'on a trouvé la solution, mais la solution ne vérifie pas l'équation proposée. Car l'équation proposée, c'est racine carrée de x plus 2 racine carrée de x moins 1 plus racine de x moins 2 racine carrée de x moins 1 est égal à 1, c'est pas est égal à 2. L'exercice 7, soit M un paramètre réel. E d'indice M, c'est l'équation d'un connu réel x, tel que E d'indice M est égal à l'exponentielle de 2x moins 2m, l'exponentielle de x plus 1 égale à 0. Donc, quelle est la solution parmi les 4 solutions proposées?
Donc ça, tout simplement, on va la transformer en une équation de second degré. On va poser x est égal à l'exponentielle de x. Donc on va trouver cette équation-là. Donc ça, tout simplement, donc on a x carré moins 2mx, on va ajouter m carré moins m carré. Donc on aura donc ça, c'est une identité remarquable. Donc ça, c'est une identité remarquable. Moins m au carré moins 1. Donc on a donc x moins m au carré est égal à m au carré moins 1. Donc ici, on a les cas. Donc si m carré moins 1 égale à 0, donc si ce terme égale à 0, c'est-à-dire ce terme égale à 0, c'est-à-dire que x est égal à m. Donc, et m, elle est égale à plus ou moins 1. C'est-à-dire que x est égal à plus ou moins 1. Si m au carré moins 1 est supérieur strictement à 0, donc pour qu'il soit supérieur ou égal à 0, il faut que m soit appartenant à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Et dans ce cas-là, puisqu'il est positif, donc x moins m est égal à plus ou moins racine. C'est-à-dire que x d'indice m est égal à m plus ou moins racine. Si m au carré moins 1 est négatif, c'est-à-dire que m appartenant à moins 1, 1. Donc dans ce cas-là, donc le moins, c'est positif. C'est-à-dire qu'on va introduire le i au carré. Donc on a une solution qui est imaginaire, alors que x, elle est réelle. C'est-à-dire, ça tout simplement, je l'écris, mais ça n'a pas de sens. Donc, pour que m appartenant à 1 plus l'infini, alors em admet deux solutions de signes contraires. C'est-à-dire xm est égal à m plus ou moins racine de m au carré moins 1. C'est-à-dire que lorsque m appartenant à normalement à moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini, c'est-à-dire tout simplement on va prendre 1 plus l'infini, donc elle admet deux solutions de signes contraires, à savoir xm est égal à m moins racine de m au carré moins 1, et xm2 est égal à m plus racine de m au carré moins 1. Donc la solution c'est ici. Donc l'exercice 8, soit f la fonction allant de 0 plus infini vers 0 plus infini, dérivable tel que f de 0 égale à 0. Et on pose quel que soit x supérieur ou égal à 0, f' de x est inférieur ou égal à a, f de x. Avec a, c'est une constante qui est positive. Donc f, il vérifie
quelle solution ici? Donc, on a f de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. F dérivable et f de 0 égale à 0. Et on suppose que lorsque x est supérieur ou égal à 0, on a ce terme-là. Donc, pour x égale à 0, si on remplace x par 0, on aura f' de 0 est inférieur ou égal à f de 0. Et comme f de 0 est égal à 0, donc on aura donc f' de 0 est inférieur ou égal à 0. Donc pour x supérieur strictement à 0, on a limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsqu'il existe, elle est égale à f' de 0. Donc puisque f de 0 est égal à 0, donc on va remplacer, donc ça est égal à f' de 0. Et f' de 0, on a trouvé qu'elle est négative. C'est-à-dire que puisque x il est strictement positif, c'est-à-dire que f de x, un terme positif fois 0, ne change pas de signe. C'est-à-dire que f de x il est inférieur ou égal à 0. Donc, on aura une confusion, c'est-à-dire f de x il est inférieur ou égal à 0, et on a ici f de x il est supérieur ou égal à 0. Puisque ici les valeurs ça. Donc f de x il est supérieur ou égal à 0. Oui, on a trouvé que f de x il est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x il est égal à 0. Donc f de x il est égal à 0. Donc, on a f' de x, il est inférieur ou égal à 1 à a qui multiplie f de x. Et f de x, elle est inférieur ou égal à 0. Et a, elle est positive, c'est-à-dire que f' de x, elle est négatif. Donc, si elle est négative, donc c'est-à-dire que f, elle est strictement décroissante. Donc, f, elle est strictement décroissante. Donc, c'est ça la solution. Donc, f, elle est strictement décroissante. Donc, ici, on peut raisonner d'une autre manière, mais ça ne donne rien. On a f, il est dérivable. Et on a f' de x, il est inférieur ou égal à f de x. Donc, on suppose que f de x, il est différent de 0. C'est-à-dire qu'on va diviser par f de x. Donc, ça, donc l'intégration, ça nous donne ln de f de x est égal à de x plus ln de k. Donc, on va trouver que f de x est égal à k. Donc, on va trouver que f de x est inférieur ou égal à k l'exponentielle de a de x. Mais on a f de 0, on a f de x est égal à 0. Donc, on a la fonction nulle. Mais rien ne nous dit que ça, c'est une fonction qui est constante. C'est-à-dire que la fonction, elle est nulle, mais n'est pas constante. C'est-à-dire que seul f, elle est strictement décroissante. Alors que f, elle est nulle, mais non constante, n'est pas constante. D'après les solutions proposées, f est constante et nulle. Donc la fonction, elle est nulle, mais n'est pas constante. F est constante et non nulle. Ça, c'est faux et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Donc, on a trouvé que f, elle est strictement décroissante. L'exercice 9, soit la fonction définie par f de x est égal à l'exponentielle de moins 1 sur x carré si x est strictement positif. Elle est égale à 0 si x est inférieur ou égal à 0. On a f', sa dérivée. Donc f', c'est la dérivée de la fonction f de x. Donc on veut la limite de sa dérivée quand x tend vers 0. Donc voici la fonction f de x. Donc sa dérivée, c'est cette expression-là.
Donc limite quand x tend vers 0 de f' de x, c'est la limite de ce terme-là. Donc, on va faire un changement de variable, on va poser y est égal à 1 sur x. Quand x tend vers 0, alors y tend vers plus l'infini. Ou bien vers l'infini, selon que x il est supérieur ou égal, ou bien parce qu'on a ici x supérieur à 0, donc c'est-à-dire que c'est plus infini. Donc, posons y est égal à 1 sur x. Donc, limite quand x tend vers 0, ça entraîne limite quand y tend vers plus l'infini. Car on a x est supérieur à 0. C'est-à-dire que ça, c'est 0 plus, ça, c'est plus infini. Donc, cette expression-là devient y à la puissance 3, l'exponentielle de moins y carré, quand y tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est-à-dire que moins y au carré, ça devient l'exponentielle de y au carré, mais au dénominateur. Donc au voisinage de l'infini, la fonction exponentielle l'emporte sur la fonction, comment dirais-je, polynomiale. C'est-à-dire au voisinage de l'infini, on prend tout simplement la limite de l'exponentielle. Et ça tend vers plus l'infini, donc ainsi plus l'infini, c'est 0. Donc ainsi, donc limite quand x tend vers 0 de f' de x est égal à 0. Donc, calculons l'intégrale allant de 1 jusqu'au 2 de ln de 1 plus x moins ln de x sur x carré d de x. Donc ça, on l'appelle i, donc l'intégrale de 1 à 2 de ln de 1 plus x moins ln de x sur x carré d de x. Donc ça, puisque c'est une différence, donc c'est simplement, ça devient un rapport. Donc on a ça, puis donc, maintenant on a 1 sur x, c'est 1 sur x sur x c'est 1. Donc on a ce terme. Donc i se transforme en cette forme-là. Donc maintenant on va procéder par le calcul en faisant appel à ce qu'on appelle l'intégration par partie. Donc on va poser u de x est égal à ln de 1 plus 1 sur x, c'est-à-dire que d de u, c'est la dérivée ici sur 1 plus 1 sur x, donc on va trouver qui est égal à moins d de x sur x plus x au carré, après réduction au même dénominateur. On va poser d de v de x est égal à 1 sur x carré, c'est-à-dire que v de x est égal à moins 1 sur x. D'où le i, elle est égale à uv moins v''u. Donc, on va regrouper les termes. Donc, voici le U, voici le V. Donc, on va trouver ce terme-là. Donc, ça, c'est facile à calculer. Et ça, c'est un intégral qu'on devait se débrouiller pour le calculer. Ça, donc, ça, tout simplement, on va remplacer par le 2 et moins le 1. Donc, on va trouver, ça, c'est ln de 2 moins, puisque ça c'est ln de 2 avec le moins, c'est ln de 2, ça c'est moins ln de 3 sur 2 sur 2, moins j, ça s'appelle j. Donc, après transformation, donc ln de 3 sur 2, c'est ln de 3 moins ln de 2, donc après réduction au même dénominateur, on va trouver qui est égal à 3 ln de 2 moins ln de 3 sur 2 moins j. Donc j, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x carré, 1 plus x, d de x. Donc, maintenant, il faut qu'on cherche la décomposition de cette expression-là. Donc, on a 1 sur x carré, facteur de 1 plus x, elle est égale à a sur x carré plus 1b sur x plus 1c sur
1 plus x. Donc pour trouver le a, il faut multiplier tous les termes par x carré et donner à x la valeur 0, car x au carré égale à 0 si x égale à 0. Donc si on multiplie par x carré, donc ce x carré se simplifie, il reste tout simplement 1 plus x. Lorsque x est égal à 0, ça nous donne 1. Donc puisqu'ici, c'est x carré sur x, ça donne bx. Donc lorsqu'on remplace par 0, c'est 0. Ça nous donne cx carré sur 1 plus x. Lorsqu'on va remplacer x par 0, ça donne 0. Donc il reste a est égal à 1. Pour trouver le b, il faut multiplier tous les termes par x et donner à x la valeur l'infini. Donc si on multiplie par x, ici, on a x sur x carré plus 1 plus x. Donc on simplifie par x, il reste 1 sur x, 1 plus x. Donc lorsque x tend vers plus infini, ce terme-là, ça tend vers 0. Donc il reste ça encore, on a ax sur x carré, c'est-à-dire a sur x, ça tend vers 0. Donc ça reste b, ça il reste cx sur 1 plus x. Donc on a le plus grand degré, ça fait cx sur x, ça fait c. Donc il va rester un c. Donc c'est-à-dire que b est égal à moins c. Pour calculer le c, il faut multiplier tous les termes ici par 1 plus x et donner à x la valeur moins 1. Car a 1 plus x égale à 0 si x est égal à moins 1. Donc on va multiplier ici par 1 plus x tous les termes et donner à x la valeur moins 1. On va trouver que c, elle est égale à 1. Donc on a a est égal à 1, on a b est égal à moins c, c'est-à-dire est égal à moins 1, et on a c est égal à 1. C'est-à-dire que cette expression-là se transforme en cette expression-là. Donc ça, c'est facile à intégrer. Donc ça, c'est facile à intégrer. Donc on va trouver qu'il est égal à ce terme-là. Donc i est égal à le terme moins j. Donc moins j, c'est moins ce terme-là. Donc tout simplement, après réduction au même dénominateur, on va trouver qu'il est égal à 7 demi ln de 2 moins 3 demi ln de 3 moins 1 demi. La question numéro 11, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x, l'exponentielle de x, d de x. Donc tout simplement, on va procéder par intégration par partie. Donc ici, le choix, c'est tout simplement aussi facile, puisqu'on va choisir ça, c'est le u, et ça, c'est le v, car l'exponentielle de x, ça reste toujours l'exponentielle de x. Donc ça, on connaît la fonction primitive.
Donc, en posant u de x égale à sinus de x, c'est-à-dire que d de u de x, c'est cosinus de x, d de x. Si on pose df de x égale à e de x, c'est-à-dire que v de x, le reste est égal à e de x. Donc, le i est égal à u v moins v' u. Donc, moins ce terme-là qui multiplie ce terme-là. Donc, ça, le j, on va encore intégrer par partie. Donc, on va poser u de x est égal à cosinus de x, c'est-à-dire d de u x est égal à moins sinus x, car la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Et on a d de v de x est égal à l'exponentielle de x, c'est-à-dire que v de x est égal à l'exponentielle de x. Donc, le j est égal à uv, c'est-à-dire ce terme-là, plus, puisque ça avec ça, on a donc ce terme-là. Donc, maintenant, on va remplacer g. Donc, maintenant, on va remplacer j ici. Donc, on aura i est égal à ce terme-là, moins ce terme-là, c'est-à-dire moins ce terme-là, moins ce terme-là. Et ce terme-là, ce n'est rien d'autre que le i. Donc, ça, c'est le i. Donc, on a i plus i. Ça fait 2i est égal à ce terme-là. Donc, maintenant, tout simplement, on va remplacer le x par pi sur 2 au moins 0. Donc, c'est des calculs. Donc, on va trouver que il est égal à l'exponentielle de pi sur 2 plus 1. Ça, c'est 2i. Donc, i est égal à ce terme-là divisé par 2. La question 12, donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on pose i de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de d de t sur 1 plus tn au carré. Donc, on veut la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Donc, on a quel que soit x appartenant à n étoile, i de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de d de t sur 1 plus t n au carré. Donc, on veut cette limite-là. Donc, on a in, elle est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 d de t sur 1 plus tn au carré. Et pour tout n appartenant à n étoile, donc on voit que le t, il est compris entre 0 et 1. Donc, on va enlever à la puissance 1, donc il reste ça. Donc, on va ajouter un 1 de part et d'autre, puis on va enlever au carré. Donc, on a cette expression-là. Puis, puisque le 1 plus tn au carré se trouve au dénominateur, donc on va inverser ici. Donc, on va trouver ce terme-là. Donc, on aura donc l'intégrale de ce terme-là est égale à l'intégrale de ce terme-là est égale à l'intégrale de ce terme-là. C'est-à-dire, ça c'est un quart, puisqu'ici d de t c'est t entre 0 et 1, ça donne 1. Et ça encore c'est t entre 0 et 1. Ça donne 1. Donc on a donc ainsi in, il est compris entre 1 quart et 1. Donc, on voit que in, elle est bornée. Donc, pour s'assurer, est-ce qu'il est majoré ou bien minoré, pour qu'on puisse appliquer ce qu'on appelle les critères de convergence, si elle est décroissante et minorée, elle est convergente. Si elle est croissante et majorée, elle est convergente. Donc, on calcule in plus 1 moins in. Donc, c'est-à-dire ce terme-là au carré moins ce terme-là au carré. Donc, ça qui fait une identité remarquable. C'est-à-dire c'est 1 sur 1 plus tn plus 1 au carré moins 1 sur plus tn au carré.
donc est égal à A moins B facteur de A plus D. Donc ce terme-là, il est positif, puisque le T est compris entre 0 et 1. Il reste à voir le signe de ce terme-là. Donc on va réduire au même dénominateur ici. Donc ça c'est positif, ça n'a pas d'importance. Donc ici, après simplification par 1, on va mettre Tn en facteur. On va trouver Tn facteur de 1 moins T. Et puisque T appartenant à 0, 1, donc ça c'est positif. Et ici on a 1 moins T, c'est positif. Donc ça c'est positif, c'est-à-dire que In plus 1 moins In, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que In, c'est une suite qui est croissante. Donc c'est une suite qui est croissante et elle est majorée. Donc on dit que In, c'est une suite convergente. Et donc In, elle est croissante majorée. Donc d'après les critères de convergence, donc In, elle est convergente. Maintenant, on passe à la limite. Donc limite quand 1 tend vers plus l'infini de cette inégalité, ça c'est un terme, c'est un quart, ça c'est la limite, ça c'est 1. Donc puisque la fonction ici, c'est une fonction qui est continue, c'est-à-dire la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de limite. Donc on va entrer la limite ici. Donc la limite, il vient à côté de t à la puissance n. C'est-à-dire est égal à ce terme-là. Maintenant, on a deux cas. Parce que t appartenant à 0,1 inclus. Donc si t appartenant à 0,1 non inclus, 1 non inclus. Donc limite quand 1 tend vers plus infini de t à la puissance n égale à 0. Dans ce cas-là, ça égale à 0. Donc il reste dt entre 0 et 1, ça donne 1. Donc dans ce cas-là, la limite c'est 1. Si t égale à 1, donc la limite de t à la puissance n quand 1 tend vers plus infini, ça donne 1. Donc ça nous donne 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça donne 1 quart. Et puisque in est majoré par 1, donc la limite c'est 1 et c'est pas 1 quart. Parce qu'il est minoré par 1 quart, c'est pas majeur. Donc puisque nous, on veut que... Donc nous, on a vu que in est croissante majorée. C'est-à-dire que sa limite ne peut pas être égale à 1 quart. Car 1 quart, c'est un minorant et c'est pas un majorant. Donc la limite quand 1 tend vers plus l'infini du in, elle est égale à 1. Donc la question 13, le nombre du diviseur du nombre 10 factoriel. Ça c'est 10 factoriel est égal. Donc ça c'est facile, simplement on a 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 0 factoriel, parce que 0 factoriel c'est 1. Donc maintenant il faut qu'on décompose le 10 factoriel en puissance des nombres premiers. Donc le 10, c'est 5 fois 2. Le 9, c'est 3 fois 3. Le 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Le 7, c'est premier, c'est 7. Le 6, c'est 2 fois 3. Le 5, c'est premier, c'est 5. Le 4, c'est 2 fois 2. Le 3, c'est premier. Le 2, c'est premier. Et puis le 1. Donc maintenant, on compte. Combien y a-t-il de 5? Donc on a 5, donc 5 au carré.
Concernant le 2, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et concernant le 3, on a 4. Et concernant le 7, on a 1. Donc, le nombre de diviseurs de 10 factoriel, tout simplement, on va prendre le 2, on va ajouter un 1. On a le 8, on va ajouter un 1. On a le 4, on va ajouter un 1. Et on a le 1, on va ajouter un 1. On va faire la multiplication. Donc, ça nous donne 3 fois 9. Ça nous donne 5 fois 2. Donc, 3 fois 9, c'est 27. Et 5 fois 2, ça fait 10. C'est-à-dire c'est 270. La question 14, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 123 plus 3 à la puissance 121 par 11. Donc la question 14, c'est le reste de la division euclidienne du nombre 2 à la puissance 123 plus 3 à la puissance 121 par 11. Elle est égale à quoi? Donc maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la congruence modulo. Donc on a 2 à la puissance 5, et les congrue à moins 1, congruence modulo 11. Car 2 à la puissance 5, c'est 32. Et 32, c'est 33 moins 1. Et 33, c'est 3 fois 11, donc elle reste moins 1. Donc d'où on a 2 à la puissance 123, c'est 2 à la puissance 120 plus 3. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 120 qui multiplie 2 à la puissance 3. Et 2 à la puissance 120, c'est 2 à la puissance 10 qui multiplie, c'est 2 à la puissance 10 à la puissance 12. Et 10, c'est 5 à la puissance 2, à la puissance 12. Donc ça, on l'a trouvé qui est égal à moins 1. Donc moins 1 au carré, c'est 1. Donc ça est congru à 8, puisque ça c'est 1 qui multiplie 8. Donc c'est 8 modulo 11. On a 3 à la puissance 5. Elle est congrue à 1 modulo 11, car 3 à la puissance 5, c'est 243, qui est égal à 242 plus 1. Et 242, c'est 22 fois 11, plus 1. C'est-à-dire que 3 à la puissance 5, il est congru à 1 modulo 11. Donc 3 à la puissance 121, c'est 3 à la puissance 120 plus 1. C'est 3 à la puissance 120 qui multiplie 3 à la puissance 1. Donc ça, donc 3 à la puissance 120, c'est 3 à la puissance 5 à la puissance 24. Et 3 à la puissance 5, c'est 1. Donc 1 à la puissance 24, c'est 1, il reste le 3. Donc ce terme-là, 3 à la puissance 121, il est congru à 3 modulo 11. Donc maintenant, on va faire la somme. On a ici 8, on a ici le 3. Donc ça nous donne le 11 modulo 11, c'est-à-dire que le reste, c'est 0. Donc, 11, il divise... Donc le 11, il divise 2 à la puissance 123 plus 3 à la puissance 121. Et le reste, elle est égale à 0. Donc la question 15, soit Z1 et Z2 les solutions de l'équation de second degré. Z au carré plus 2 moins 3i facteur de Z plus 5i moins 5 égale à 0. Donc ce qu'on veut, c'est le module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré est égal. Donc Z1 et Z2 sont les deux solutions de cette équation.
Donc on a Z1, c'est un élément de C, et Z2, c'est un élément de C. Et on a l'équation ici. Donc tout simplement, pour trouver le Z1 et le Z2, il faut qu'on calcule ce qu'on appelle le discriminant. Donc le discriminant ici, c'est 2 moins 3i au carré moins 4i qui multiplie 5i moins 5. Donc ça, c'est une identité remarquable. Avec toujours le i au carré, c'est moins 1. Donc on va trouver qu'il est égal à 15 plus 8i. Donc ça, il faut qu'on cherche la racine carrée de ce terme-là. Donc, soit delta est égal à x plus i, y au carré. Donc, si on trouve le x plus i, y, donc racine de delta, c'est tout simplement x plus i, y. Donc, on a delta est égal à ce terme-là. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça nous donne x carré plus 2ixy moins y carré est égal à ce terme-là. Donc, on égalise la partie réelle et la partie imaginaire. Et on va prendre le module. Donc, le module de x plus y, c'est x carré plus y au carré est égal à racine carrée de ce terme-là. Donc, maintenant, on a les équations A, B et C. Donc, si on prend le A plus C, donc ça nous donne 2x carré. 17 plus 15, ça fait 32. C'est-à-dire x carré est égal à c, c'est-à-dire x est égal à plus ou moins 4. Si on prend c moins a, on aura donc 2y au carré est égal à 17 moins 15, ça fait 2. C'est-à-dire y carré égal à 1, c'est-à-dire que y est égal à plus ou moins 1. On a b, elle est positif. C'est-à-dire que x, y sont du même signe. C'est-à-dire qu'elles sont les deux positifs ou bien les deux négatifs. Donc, on a donc x est égal à 4, y est égal à 1, x est égal à moins 4, y est égal à moins 1. Donc, on va prendre la racine de delta, c'est-à-dire on va prendre le 4 plus i. Donc, on va prendre ce terme-là, tout simplement. Donc, on laisse ce terme. Les deux sont les mêmes. Donc, on va travailler avec ce terme-là. Donc, on a z1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2i, parce qu'ici, il y a un i. Donc, c'est égal à donc c'est moins b, moins racine de delta, c'est-à-dire moins ce terme-là, sur 2i. Donc après calcul, on va trouver que c'est égal à 1 plus 3i. Et ça, c'est tout simplement le 2 moins c plus. On va trouver que c'est égal à 2 moins i. Donc le module de z1 au carré plus le module de z2 au carré, c'est-à-dire le module, ça ici c'est 1 au carré plus 3 au carré. Ça c'est 2 au carré plus moins 1 au carré. Donc on va trouver qu'il est égal à 15. C'est-à-dire que la somme des carrés du module, elle est égale à 15.
Donc l'exercice 16, sur le nombre complexe z égale à 1 demi facteur de 1 plus I à la puissance 4 plus I moins 1 à la puissance 4. Donc l'argument de Z, il est congru à quelle expression ici? Donc on a ça, puisque I moins 1, c'est la même chose que 1 moins I, puisqu'il y a le 4, c'est un nombre qui est pair. Donc j'ai oublié, je l'écris comme ça, c'est tout. Donc ça, donc 1 plus I, on va mettre racine de 2, on va multiplier par racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Car racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est 1. Donc on va trouver ce terme-là. Donc la même chose avec l'autre terme ici. Donc on va enlever ça au carré. Donc c'est racine de 2 à la puissance 4. Et ça, on connaît. Donc ça, c'est l'exponentielle de I pi sur 4. Car ça, c'est cosinus de pi sur 4. Ça, c'est sinus de pi sur 4. Donc ici, c'est la même chose. Donc ça, c'est racine de 2 au 4. Ça, c'est l'exponentielle de moins I pi sur 4 à la puissance 4. Donc le 4 avec le 4, ça nous donne l'exponentielle de IP. Ça, c'est moins l'exponentielle de IP. Donc et ça, c'est racine de 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2. Ça fait 4 sur 2. Donc on va trouver qu'il est égal à 2. Et ce terme-là, on le connaît est égal à 2 cosinus de pi. C'est-à-dire est égal à 4 cosinus de pi. C'est-à-dire est égal à 4 cosinus de pi plus I sinus de pi, car sinus de pi c'est 0. Donc autrement dit, donc l'argument de Z, elle est congrue à pi modulo de pi. Donc la question 17, dans le plan rapportant un repère orthonormé direct ou IJ, on considère les points A, B, C de coordonnées A, 2, I6, B, 3, 1 et C, 4, 7. La distance du point A à la droite BC est égale. Donc on a A, on a B, on a C. Donc la droite BC a cette expression-là, AX plus BY plus C égale à 0. La distance de A à BC, c'est simplement C. On va prendre le A, on va multiplier par l'abscisse de XA, plus B, l'abscisse, plus B, l'ordonnée de A, plus C sur racine de ça au carré, plus ça au carré. Donc ça, c'est la définition. Maintenant, tout simplement, on va essayer de trouver l'expression de la droite. Donc on a BC, le vecteur BC, c'est C moins B, c'est 4 moins 3 et 7 moins 1. Donc on a donc ça, c'est 1, c'est 6. Donc c'est M, donc soit M, un point du plan, de coordonnées X, Y. Donc M, pour qu'il appartienne à la droite BC, il faut que BM est égal à T fois le vecteur BC. Donc ça, elle va nous donner ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite BC. Donc on a X moins 3 égale à T, puisqu'ici BC est égal à 1. Et l'autre, ça nous donne 6 fois T. Donc, on a ici T, c'est-à-dire que X moins 3 sur 1 est égal à Y moins 1 sur 6. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, on va trouver l'équation de B. Donc, voici B, c'est-à-dire qu'on a le A, c'est 6. Le B, c'est moins 1. Et le C est égal à moins 17. Et on connaît les coordonnées de A. Donc, on va tout simplement appliquer cette formule-là. Donc, on va trouver qu'il est égal à 11 sur racine de 37.
La question 18. Dans l'espace minu d'un repère orthonormé direct OIJK, on considère les points A de coordonnées 1, moins 1, 2, B de coordonnées 3, 5, 4 et la sphère S telle que A, B appartenante à la sphère. Et le segment AB passe par le centre de S. Autrement dit, ça c'est la sphère définie par le diamètre. Donc l'équation, ce qu'on veut, c'est l'équation du plan tangente à S au point C de coordonnées 1, 5 et 4. Donc on a A, on a B, on a C. Donc la sphère passe par A et B. Donc AB passe par le centre de S. Donc le milieu de AB pour trouver le centre. Donc le milieu de AB, c'est le coordonnées, c'est A plus 3 sur 2, moins 1 plus 5 sur 2 et 2 plus 4 sur 2. Donc c'est ça le coordonnées de milieu, c'est-à-dire c'est le centre de la sphère. Donc ça, ce sont les coordonnées de centre de la sphère. Donc si on connaît donc le centre de la sphère, eh bien, on va calculer ce qu'on appelle le vecteur AB. Donc le vecteur AB, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, et le côté de B moins le côté de A. Donc on va trouver que 2, 6, 2. C'est-à-dire que AB, c'est-à-dire le module, c'est racine de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. Donc c'est égal à racine de 44, c'est-à-dire égal à 2, racine de 11. Donc le rayon, c'est le milieu de AB, c'est-à-dire c'est AB sur 2, c'est-à-dire est égal à racine de 11. Donc par la suite, donc on connaît le centre, on connaît le rayon, donc on peut trouver l'équation cartésienne de la sphère. Donc elle est de cette forme-là. Avec oméga de coordonnées 2, 2, 3, ça c'est le centre. Donc on a C, c'est un élément. Donc C, c'est un point qui appartient à la sphère. Donc c'est-à-dire que C, c'est le point par lequel elle va passer le plan tangente à la sphère. C'est-à-dire que C, elle appartient à la sphère. Donc, on cherche oméga C. Donc, oméga C, c'est tout simplement l'abscisse de C moins l'abscisse de oméga, l'ordonnée de C moins l'ordonnée de oméga, et le code de C moins le code de oméga. On va trouver ça. Donc, ça, c'est un vecteur qui est normal à P. Donc, c'est un vecteur qui est normal à P. Donc, P a pour équation, donc ça, c'est facile. Donc, puisqu'on connaît ça, donc ça, c'est moins 1 fois X, 3 fois Y, Z fois 1 plus 1 B. Et puisque C, elle appartient au plan, donc c'est-à-dire ses coordonnées, elle vérifie cette équation-là. On va trouver que D est égal à moins 18. D'où le plan tangente, elle a pour équation moins X plus 3Y plus Z moins 18 égale à 0. Donc l'exercice 19. Une start-up de jeunes ingénieurs fabrique des capteurs de température dans 2 sites différents. En une journée, le site 1 fabrique 2 fois plus de capteurs que le site 2. Le pourcentage de capteurs défectueux est de 3% pour le site 1 et de 4% pour le site 2. Donc on prélève un capteur au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée. Donc ce qu'on veut, c'est la probabilité pour que ce capteur provienne du site 1 et qui est encore défectueux. C'est-à-dire la probabilité pour qu'il provienne du site 1 et qu'il est défectueux à la fois.
Donc, soit A, l'événement capteur provenant du site 1, et D, capteur diffuxieux. Donc, la probabilité pour que le capteur provient du site 1 est diffuxieux. Donc, pour trouver cette probabilité, il faut d'abord trouver la probabilité de site 1 et la probabilité de site 2. Donc, on a la probabilité de site 1 plus la probabilité de site 2 est égale à 1. Et on a la probabilité de site 1 est égale 2 fois la probabilité de site 2. Donc, on va trouver que P de S2 est égal à 1 tiers. Autrement dit, donc P de S1 est égal à 1 moins 1 tiers est égal à 2 tiers. Donc S1, c'est le site 1 et S2, c'est le site 2. Donc, ce qu'on veut chercher, c'est... Donc, ce qu'on veut chercher ici, c'est P de A inter D. C'est-à-dire que le capteur provient du site 1 et qu'il est diffuxieux. Donc, on a la probabilité conditionnelle. C'est-à-dire P de D, sachant que provient du site A, donc est égal à P de A inter D sur P de A. C'est-à-dire que P de A inter D est égal au produit. Donc ça, P de A, elle est égal à 2 tiers. Et ça, donc il provient du site 1 et les diffuxieux, c'est égal à 3%. C'est-à-dire, on peut simplifier ici, il reste 2 sur 100 est égal à 0,02. Donc la probabilité pour que le capteur provient du site 1 et qui est diffuxieux, elle est de l'ordre de 0,02. La probabilité pour que ce capteur provienne du site 1, sachant qu'il est diffuxieux. C'est pas comme avant. Avant, elle provient du site 1 et diffuxieux. Ça, c'est une conjonction, c'est interne, ça c'est l'intersection. Maintenant, c'est sachant que elle provient du site 1 pour qu'elle soit diffuxieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Donc on a A, le capteur provenant du site 1. B, le capteur provenant du site 2. Donc D1, c'est le capteur provenant du site 1 et diffuxieux. D2, ou bien D bar, c'est le capteur provenant du site 2 et diffuxieux. Donc ce qu'on veut, c'est cette probabilité, sachant qu'elle provient de site 1 pour qu'elle soit diffuxieuse. Donc est égal à P de A inter D1 sur P de A. Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité totale, ou bien de Bayes. Donc on va appliquer ce qu'on appelle la loi de Bayes. Donc ça, on va la garder puisqu'on l'a déjà trouvé. Et ça est égal à P de A inter D1 union A bar inter D1. C'est-à-dire si P2, donc ces deux événements sont indépendants. Donc est égal à P de le premier plus la probabilité de la deuxième. Donc ça, tout simplement, je l'écris comme ça parce qu'on a déjà trouvé ça. Donc ça n'a pas d'importance. Donc simplement, je l'écris d'une autre façon, c'est tout. Donc, et ça, P de A inter D1, c'est P de A qui multiplie P de A D1. C'est-à-dire, sachant qu'elle provient du site 1 pour qu'elle soit diffuxieuse. Ça, c'est P de A bar, qu'elle provient c'est-à-dire site 2, sachant qu'elle est diffuxieuse. Donc ça, c'est déjà trouvé, c'est-à-dire c'est 2%, ou bien c'est tout simplement, je l'ai réécrit. Ça, c'est 2 tiers, ça, c'est 3%, ça, c'est-à-dire, ça, c'est le P de A bar, c'est le site 2, c'est 1 tiers, et ça, qui provient du site 2, c'est 4 sur 100. Donc, tout simplement, on va réduire au même dénominateur, donc il reste 2 sur 100, ça reste 2 sur 100, plus 4 sur 300. Donc, il faut multiplier ici par 3.
Donc on aura donc, après 3, donc tout simplement, donc on aura 2, puisqu'on va multiplier par 300, on va multiplier par l'inverse. Donc ça sera 2 fois 3 sur 6 fois 4. Donc ça sera 2 fois 3 sur 6 plus 4. Donc c'est-à-dire 6 sur 10, c'est 0,6. Donc ainsi, pour que le capteur provient du site A, sachant qu'il est défectueuse, alors la probabilité est égale à 0,6. On le voit ici sur cet arbre ici. Donc ça c'est le site 1. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.